Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 7 mars. Avec nous, bon retour, Laith. Merci beaucoup de m'avoir invité, Nima. Laith, laissez-moi commencer par la situation au Liban. Où êtes-vous en ce moment et que se passe-t-il là-bas? Oui, nous étions juste dans la ville de Nabateh, qui est la principale ville du sud du Liban, dans la zone centrale. Il y avait beaucoup d'activités de drones et de chasseurs, donc nous avons dû bouger. Nous parcourons la région autour de Nabateh pour filmer certaines des massacres et des destructions qui ont eu lieu au cours des 7 derniers jours. La ville de Nabateh commençait à se reconstruire pendant le soi-disant cessez-le-feu, et elle a maintenant subi de nombreuses attaques. Nous sommes allés dans l'un des villages autour de Nabateh où une famille a été massacrée chez elle. Beaucoup de familles du sud du Liban sont parties, mais il y a une pénurie d'abris dans tout le pays et de logements à louer. Certaines personnes ne parviennent pas à trouver un logement à un prix abordable ou choisissent de rester chez elles. C'était l'une de ces familles qui avait décidé de rester parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de louer ailleurs et ne voulait pas se retrouver à la rue. Nous sommes allés à la maison qui avait été attaquée. Ils étaient à l'intérieur. C'était une maison de 3 étages, complètement détruite, et tout le pâté de maisons autour était endommagé. Les enfants ont été tués. Ils n'ont pas retrouvé le corps de la femme avant le lendemain, car il y avait trop de décombres par-dessus. Mais désormais, la principale cible des sionistes est d'attaquer les civils et les infrastructures civiles, car ils sont incapables de mener des opérations militaires réussies contre les combattants du Hezbollah dans le sud. La guerre a-t-elle réellement eu lieu dans le sud du Liban? Oui, chaque jour, les sionistes tentent d'envahir des villages du sud comme Kafkila, Kiam et d'autres. Et chaque jour, ils sont repoussés. Même hier, ils ont essayé d'entrer par le village d'Adaïsi et ont été repoussés. En moyenne, 2 chars ou véhicules blindés israéliens sont détruits chaque jour par la résistance. En ce moment, nous lisons dans les médias sionistes tous ces analystes militaires qui expliquent à quel point ils se sont trompés dans leurs calculs. Ils pensaient que les forces Al-Radwan, les forces offensives du Hezbollah, avaient été détruites pendant la guerre précédente, la bataille de 33 jours, ou que les stocks de missiles et de drones du Hezbollah avaient été épuisés durant cette bataille. Ce que nous découvrons en ce moment, c'est que les forces Al-Radwan sont en très bonne santé et que le Hezbollah dispose encore d'une énorme quantité d'armes en réserve. Ils utilisent actuellement des versions plus récentes de drones, non seulement pour la surveillance ou comme drones suicides, mais aussi des drones capables de transporter des missiles, notamment des missiles anti-chars et anti-blindés. Ces drones tirent des missiles perforants sur des chars situés derrière la frontière. Nous voyons également le Hezbollah utiliser des versions plus récentes des missiles anti-chars qu'il possède, les Almaz 3, qui sont des missiles iraniens. Il les tire depuis une distance pouvant atteindre 20 km de la frontière et frappe des rassemblements de soldats et de chars israéliens à l'intérieur de la Palestine occupée. Il n'existe donc aucune zone de rassemblement sûre pour les forces sionistes dans le nord de la Palestine. Il semble que la portée des missiles du Hezbollah est augmentée. Ils atteignent désormais profondément le territoire israélien, car, comme nous l'avons appris hier, si je ne me trompe pas, un missile a atteint Tel Aviv. Que savons-nous de la portée des missiles que le Hezbollah utilise actuellement?
Oui, donc cette zone au sud de Tel Aviv qui a été touchée, ce n'est même pas au nord de Tel Aviv, ni à l'intérieur de la ville, c'est au sud. C'est à plus de 160 kilomètres de la frontière libanaise. Il est donc clair que le Hezbollah dispose de missiles balistiques stratégiques et qu'il les tire. Je pense que les sionistes sont actuellement en état de choc. Non seulement ils perdent les batailles dans le sud du Liban, dans une zone qui avait été complètement détruite pendant le soi-disant cessez-le-feu. Il n'y a ni couverture végétale, ni maison. Mais ils ont aussi perdu 2 batailles dans la vallée de la Bekaa, où ils combattaient en venant du sud du Liban avec la protection des escadrons de la mort wahhabite en Syrie, pensant qu'ils auraient de meilleures chances. Ils ont également perdu 2 batailles là-bas. Et maintenant, comme vous l'avez mentionné, le Hezbollah frappe avec des missiles stratégiques, des cibles situées dans ce qui pourrait être considéré comme la partie sud de la colonie sioniste. Vous savez, tout cela constitue des surprises pour les sionistes. Tout cela nous montre aussi comment la résistance pendant les 15 mois du soi-disant cessez-le-feu a semblé feindre la mort ou entretenir volontairement l'ambiguïté. Elle ne parlait pas d'une voix forte, ne menaçait pas, ne se vantait pas de ses capacités et laissait les sionistes et leurs collaborateurs au Liban et dans la région penser qu'elle avait été considérablement affaiblie. Et voilà que la bataille commence, et le Hezbollah renaît de ses cendres comme un phénix. Quelle est la compréhension qu'a le Hezbollah des systèmes de défense aérienne israéliens? Comment ils fonctionnent? Comment ils ont fonctionné jusqu'à présent? Et quelle est la situation actuelle à leur sujet? Oui, vous savez, l'une des cibles, je pense que c'est celle qui a été touchée au sud de Tel Aviv, est ce qu'on appelle un site C3, c'est-à-dire un centre de commandement, de contrôle et de communication. Le Hezbollah en a frappé 3 à travers la Palestine occupée. Ce sont les nœuds de communication et de commandement de l'armée sioniste. Lorsque vous touchez ces points, et qu'en plus l'Iran a détruit des radars et des systèmes de défense aérienne, il devient beaucoup plus facile pour le Hezbollah non seulement de viser les défenses aériennes, les radars et les bases, mais aussi de compliquer la communication des sionistes avec leurs forces sur le terrain. Alors que ces vagues de missiles et de drones commencent à être tirées, si les troupes sionistes de première ligne ne reçoivent pas d'alerte de leur radar ou de leur centre de commandement, leur indiquant de se réfugier dans les bunkers ou de se préparer à une attaque imminente, le nombre de victimes est plus élevé. Et c'est ce que nous constatons. Hier, les principales colonies sionistes du nord de la Palestine, comme Kiryat Shmona et Metula, ont été soumises à un intense bombardement de missiles et aucune sirène n'a retenti. On peut donc voir à quel point les capacités d'alerte précoce des sionistes sont dégradées en ce moment. Cette partie nord d'Israël, où ils avaient des colonies pendant la guerre avec le Hezbollah, ils ont depuis déménagé vers le centre du pays. Y a-t-il encore des gens qui vivent dans le nord? Parce qu'il semble que l'attention du Hezbollah soit actuellement concentrée sur la partie nord d'Israël. Est-ce bien le cas? Oui, tout à fait. Le principal objectif du Hezbollah, ce sont les colonies du Nord, même s'ils ont également frappé d'importantes cibles de commandement et de contrôle à Haïfa, Safed et Tel Aviv, comme nous l'avons mentionné plus tôt. Tu sais, pendant le cessez-le-feu, seulement environ 20% des colons sionistes sont retournés dans les villages de la ligne de front près du Liban. Donc, même s'il y a eu 15 mois pendant lesquels le Hezbollah n'a pas visé ces colonies, les colons eux-mêmes ne voulaient pas revenir.
Ils ne croyaient pas leur propre gouvernement quand ils disaient que c'était sûr. Et en ce moment, en voyant ces missiles tomber sur ces colonies, nous assistons à une autre forme d'exode. Ceux qui y sont encore se déplacent vers le sud, plus profondément en Palestine. J'ai regardé une interview avec le maire de Kiryat Shmona, et il insultait le gouvernement et l'armée israélien pour avoir dit aux colons du Nord « Vous êtes en sécurité, nous vous protégeons ». Il affirmait sur les médias israéliens que les défenses aériennes dans et autour de Kiryat Shmona ne sont pas actives, que les missiles du Hezbollah tombent sans être interceptés et que des drones volent en permanence. Lui-même, en tant que maire de Kiryat Shmona, est parti et se trouve maintenant dans la région de Tel Aviv. Donc, si les administrateurs et les responsables gouvernementaux de ces colonies sont partis et qu'il n'y a plus de services ni de nourriture livrée, il est clair que la grande majorité des colons de ces villages en première ligne sont partis. Une dernière chose que je dirais à propos de ces colonies, c'est que presque toutes celles situées sur le plateau du Golan et sur les lignes de front avec le Liban sont en réalité des colonies militaires. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ceux qui habitent ces colonies sont des membres des forces armées israéliennes et leurs familles, car les colons ordinaires ne veulent pas prendre ce risque. Ainsi, ce que fait le gouvernement sioniste, c'est offrir un logement gratuit. Il construit ces maisons, ces immeubles, pour les militaires et leurs familles. Par conséquent, on peut comprendre que, puisque ce sont des soldats et leurs familles, ils connaissent les capacités de leur propre armée et les mensonges que racontent les porte-paroles officiels de l'armée. Ce sont les premiers à faire partir leurs familles de la région lorsque les ennuis commencent. Laith, il semble qu'ils utilisent Al-Jolani, le chef du HTS, pour faire pression sur le Liban. Quelles sont les difficultés auxquelles le Hezbollah est confronté à l'intérieur du Liban? Oui, je veux dire, lorsque la Syrie est tombée en décembre 2024, c'est là que l'inquiétude a commencé. Celle que les sionistes utilisent ces escadrons de la mort wahhabites pour envahir le Liban et accomplir ce qu'ils n'avaient pas pu faire auparavant. Nous avons eu une répétition générale l'année dernière, lorsque ces escadrons de la mort wahhabites procédaient à un nettoyage ethnique des populations chiites et alaouites sur la côte syrienne, et qu'ils ont attaqué Osh Saïd Ali, un village situé juste à la frontière nord du Liban, à moitié de chaque côté de la frontière. À ce moment-là, les unités d'élite du HTS, les bandanas rouges comme on les appelle, ont traversé la frontière vers le Liban et l'armée libanaise a simplement pris la fuite, abandonnant les villageois et le village à leur sort. Et à ce moment-là, les membres des tribus, les clans de la région, ont pris leurs armes et ont riposté. Ils ont vaincu les unités d'élite du HTS, ont traversé en Syrie et ont libéré 3 villages chiites du côté syrien. C'est alors que les choses sont devenues claires. Si les bandanas rouges du HTS n'étaient même pas capables de combattre les tribus au Liban, ils n'avaient guère d'espoir de s'en prendre aux unités d'élite du Hezbollah, et ainsi de suite. La seule chose qui a arrêté les membres des tribus, les clans du Nord-Liban, On dirait qu'on a perdu Laith. Il est dans sa voiture et on ne sait pas quelle est la situation. Je suis de retour? Oui, tu es de retour. Tu es de retour, Laith. You're back, Laith. Hello? Mashi Geishivo. I can hear you. Allô? You're Tu rate back, Tath. Laith. Allô? Yeah. Oui, je t'entends, Laith. Laith.
You're back. Yeah. Tu es de retour. Oui, il semble qu'il était... Enfin, je crois qu'il va revenir d'une minute à l'autre. Laisse-moi juste lui demander, mais je pense qu'il sera bientôt de retour. Alors que se passe-t-il en ce moment? Je crois que les deux fronts, l'un venant d'Iran et l'autre du Liban, attaquent tous deux Israël, car ils savent à quel point les systèmes de défense aérienne israéliens sont fragiles. C'est pour cela qu'ils essaient de faire de leur mieux. Et le Hezbollah, d'après ce que j'ai entendu aux informations et d'autres sources, ne rencontre aucune difficulté à attaquer Israël et à frapper des cibles où et quand il le souhaite. Parce qu'Israël est tellement concentré en ce moment sur les attaques venant d'Iran, ce front-là est bien plus important pour eux. Mais la situation au Moyen-Orient change radicalement, et le Liban en fait partie. Le Liban en a toujours fait partie et continuera de faire partie de ce qui se passe dans la région. Beaucoup de gens considèrent cela comme une défaite pour l'axe de la résistance. Mais j'ai soutenu que l'axe de la résistance n'a pas été vaincu. À mon avis, il devient en réalité plus fort. Peu importe le temps qu'il faudra à l'administration Trump ou à Netanyahou pour comprendre que ce qu'ils ont fait au Hezbollah, ce qu'ils ont fait à l'axe de la résistance, les renforce au lieu de les affaiblir. Et les personnes qui étaient aux commandes au Liban, elles étaient plus enclines, vous savez, à négocier, à dialoguer avec l'Occident. Mais ce n'est pas le cas en ce moment. Laith est de retour. Oui, je suis vraiment désolé. La connexion n'est pas terrible. Mais je parlais du HTS et de la possibilité d'attaque contre le Liban. Tu sais, la seule chose qui a empêché la défaite totale du HTS, c'est dans le nord du Liban. Quoi? Laith, tu m'entends? Oui, on dirait que c'est encore oui. What? Laith, can you hear me? Yeah, it seems that still. Yeah. Laith. Oui, on dirait que tu as encore perdu, Laith. Je parlais des attaques. En ce moment, en Iran, ils ont assassiné le guide suprême de l'Iran. Regarde ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Il y a eu les assassinats, les soi-disant décapitations, tu sais, la tête du serpent, comme on dit en Occident, en Israël. Ils les ont tous assassinés. Et rien n'a changé. Je vois le Hezbollah devenir plus fort au Liban. Et le gouvernement libanais n'est pas dans une bonne position en ce moment. Ils essaient de négocier avec la France, d'échanger avec d'autres, et plus personne ne se soucie de la Syrie. La Syrie n'a plus aucune forme de levier actuellement. Ils utilisent la Syrie pour déstabiliser le Liban, mais ce ne sera pas la solution pour Israël. Toute la situation au Moyen-Orient et ce qui se passe actuellement avec les États arabes montre que sans résistance, ils seront la prochaine cible, et personne ne sera là pour les aider ou les défendre. La guerre prouve toutes ces compréhensions dont nous parlions. Peu importe si vous attaquez l'Iran, si vous assassinez le guide suprême de l'Iran, le chef du Hezbollah ou Yahya Sinwar, tout cela se retournera contre vous. Il faut trouver une solution politique à ce qui se passe. Cela ne se décidera pas sur le champ de bataille. Pour la résistance, ils savent ce qu'ils veulent. Mais si l'on regarde ce que veut Israël, c'est impossible. L'idée d'un grand Israël est aujourd'hui impossible, car la résistance se renforce et les États-Unis ne sont pas capables. Je pense que c'est là la bataille. La guerre entre l'Iran et les États-Unis est l'une des dernières batailles pour les États-Unis. Car ce sont les États-Unis, avec tout ce qu'ils possèdent, qui s'en prennent à l'Iran, qui attaquent l'Iran, et qui ne parviennent toujours pas à accomplir quoi que ce soit de significatif, comme le prétendu changement de régime ou l'affaiblissement de la puissance militaire iranienne. Ils ripostent, et ils ripostent durement.
Il suffit de regarder ce qui se passe en Israël. You have to see what is going on in Israel. We know what's going on in Iran because of the footages that are coming. Nous savons ce qui se passe en Iran grâce aux images qui en proviennent. Aujourd'hui, nous avons appris du Croissant Rouge que plus de 20 000 bâtiments en Iran ont été touchés, principalement des zones civiles, par l'attaque israélo-américaine. Mais nous ne savons pas ce qui se passe en Israël. Aucune image ne sort d'Israël. Et pourtant, il y a là-bas beaucoup de dévastation dont personne ne parle. Dans les médias traditionnels, c'est le silence complet sur ce qui se passe en Israël. Ils se concentrent surtout sur la manière dont les États-Unis infligent des souffrances au gouvernement et au peuple iranien, mais très peu sur Israël. Et cela montre à quel point la situation est désespérée, à mon avis. That shows how desperate is the situation, in my opinion. And Israel is not going to be capable to continue with the current situation. Et Israël ne va pas pouvoir continuer avec la situation actuelle, car aujourd'hui, nous avons appris que la France et l'Allemagne utilisent leurs réserves de pétrole. Ce sont deux pays qui ne reçoivent plus de gaz russe. Ils obtenaient du pétrole et du gaz par l'intermédiaire de 12 pays. Le pétrole russe allant vers la Turquie, puis vers l'Inde, puis vers l'Europe, mais cela ne va plus se produire maintenant. Le détroit d'Ormuz est fermé. Donald Trump a déclaré hier qu'ils utilisaient des mines dans ce détroit. C'est un pur mensonge. L'Iran n'a pas fait cela. Ils n'ont pas besoin d'aller aussi loin, car ils contrôlent le détroit d'Ormuz sans le fermer. Et pourtant, nous ne voyons pas le Bab el-Mandeb être fermé par les Yéménites. Cela va également entrer en ligne de compte. Si cela se produit, ce serait extrêmement influent pour l'économie mondiale. Voyons ce qui se passerait. Je pense que cette guerre ne sera pas courte, malgré ce que Donald Trump ne cesse d'affirmer. Hier ou avant-hier, il a dit que nous étions sur le point de mettre fin à la guerre. Mais qui va y mettre fin? Ce n'est pas toi qui en décide. Le ministre des Affaires étrangères d'Iran l'a dit. Je ne spécule pas. Ils ont déclaré qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu. Le petit Iran a dit non au cessez-le-feu, et ils s'en moquent. Ils ne veulent plus négocier avec les États-Unis. Ils ont été trompés 2 fois, et rien ne se passe sur le plan diplomatique. L'Europe n'a aucune influence, aucun pouvoir en matière de diplomatie. Aujourd'hui, Mélanie a condamné l'attaque contre l'école de filles, une école primaire en Iran, le premier jour de la guerre, où 170 personnes, principalement des filles, âgées de 7 à 12 ans, ont été tuées. Est-ce que cela va changer quelque chose? Est-ce que cela va provoquer un tel traumatisme chez le peuple iranien qu'il changera de cap, d'avis, de stratégie? Non, cela n'arrivera pas, car c'est quelque chose que personne en Occident ne semble comprendre. This is something that nobody in the West seems to understand. I don't know what's going on and why. Je ne sais pas ce qui se passe, ni pourquoi les Iraniens, ces soi-disant experts de l'Iran, experts de la résistance en Occident, essaient de manipuler les choses pour obtenir plus d'argent, pour tirer davantage de bénéfices de l'Occident. Ils ne veulent pas expliquer ce qui se passe réellement dans l'esprit de la résistance, dans l'esprit du peuple iranien et de ceux qui détiennent le pouvoir en Iran. Ils ne vont pas reculer. Ils vont riposter. Et peu importe si la guerre devient nucléaire. Ils parlent de l'objectif final. Quelle est l'issue si les États-Unis ou Israël décident d'attaquer l'Iran avec une bombe nucléaire? Peu importe. Je vais te dire, ça n'a pas d'importance, parce que ce ne sera pas comme le Japon. Ces gens ne sont pas japonais. Ils se battent contre ce genre d'attaque depuis de très nombreuses années. Ils connaissent la souffrance. Ils l'acceptent même pour pouvoir répondre. Et cette souffrance les rendra plus forts qu'avant. Tu ne vas pas briser ces gens-là. C'est à mon avis une erreur totale de calcul de la part de l'Occident. J'espère qu'il y a encore un peu de raison en Occident pour comprendre ce qui se passe réellement. Et la guerre avec l'Iran, disons-le ainsi, on ne peut pas trouver de solution au conflit entre l'Iran et les États-Unis sans prendre en compte la Palestine.
to the conflict between Iran and the United States without considering Palestine. Palestine is the core. Palestine is the La main Palestine reason est au of what's cœur du going on. problème. La Palestine est la principale raison de ce qui se passe au Liban et contre l'Iran. Personne n'accepterait qu'Israël s'empare de la Cisjordanie ou de Gaza, car l'objectif final, en ce moment, est d'une manière ou d'une autre de réduire la puissance iranienne, de provoquer un changement de régime en Iran. Le seul pays, disons-le ainsi, le seul pays qui soutient actuellement les actes de résistance, c'est l'Iran. Et ils essayent d'affaiblir cette puissance, de pousser à un changement de régime afin de briser le soutien que la résistance reçoit de l'Iran. Cela n'arrivera pas. The resistance is receiving from Iran. That's not going to happen. And since Iran would be successful, Et puisque l'Iran atteindrait ses objectifs, l'objectif n'est pas de vaincre les États-Unis, ce n'est pas seulement de résister à leurs attaques, car la résistance est ici la clé. Voyons ce qui se passerait. Je ne vois personne dans la région. Je vois tout se retourner contre Israël. Les États arabes du Golfe Persique, avant cette guerre contre l'Iran, pensaient que ces bases, ces magnifiques bases, valant plusieurs milliards de dollars, dotées de radars avancés et de systèmes de défense aérienne, les protégeraient d'une attaque iranienne. Mais les États-Unis utilisaient ces bases aériennes pour attaquer l'Iran. Et à présent, l'Iran a littéralement, regardez l'Asie occidentale, regardez les États arabes, neutralisé toutes ces bases. They neutered all of these bases. If the United States decides to get back, they have to. Si les États-Unis décident de revenir, ils devront tout reconstruire à partir de zéro, car tout a été détruit. Et ils n'ont mené aucune opération pour aider les États arabes du Golfe Persique. Ils ont été frappés de toutes parts. En réalité, Israël, dans tout ce chaos, tout en attaquant l'Iran, essayait de manipuler la situation au Qatar, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, et même dans le cas de l'Azerbaïdjan. Ils tentaient de manipuler toute la région pour les convaincre de se retourner contre l'Iran. Jusqu'à présent, ils n'y sont pas parvenus. Ils ont échoué. Le gouvernement israélien n'a pas réussi à atteindre cet objectif. Et je crois, que la majorité de l'opinion publique dans les États arabes est opposée à Israël, mais que les dirigeants soutiennent encore totalement Israël. Ils le soutiennent à cause de la pression américaine, parce qu'ils pensaient que les États-Unis les aideraient, les protégeraient. Ce n'est plus le cas. Ils doivent comprendre que toute la situation est en train de changer complètement. Voyons ce qui va se passer. Je pense que l'avenir du Moyen-Orient sera totalement différent. Et qui va en décider? Ce sera l'Iran, et la Russie et la Chine seront plus influentes que les États-Unis, parce que les Arabes ne font plus confiance aux États-Unis. C'est un changement énorme, non seulement dans ce qu'ils disent en ce moment, mais aussi dans ce qui se passe dans leur esprit chaque nuit avant de s'endormir. Ils se demandent, pourquoi avons-nous fait cela? Israël attaque Doha, tu sais, sans que rien ne l'arrête. Personne n'est capable de défendre le Qatar. Et le Qatar lui-même n'est pas capable de se défendre. Alors, voyons ce qui va se passer. Je pense que nous ne reverrons pas Laith. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vais conclure cette session. Je ne vais pas continuer, car je voulais entendre Laith et savoir ce qui se passe au Liban. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu la voir, et il y avait de nombreux sujets dont je voulais parler, qui sont importants. La participation du Hezbollah, au fil du temps, devient de plus en plus importante et cruciale. Merci beaucoup. Je vais conclure et vous retrouver bientôt. Je parlerai avec Scott Ritter à 11h, heure de la côte Est, heure d'été comme on dit, puisque l'heure a changé. Donc, 11h, heure de la côte Est. À très bientôt.